Fidélité. Débutons ce journal avec cette formation initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'endroit de ses cadres. Une façon pour la CENI de réussir le scrutin prochain du 18 juin 2023 de la diaspora pour l'élection des 5 députés restants de l'Assemblée nationale. Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrila pour le compte-rendu. C'est une formation pratique des membres de la Commission électorale nationale indépendante pour le suivi des élections législatives partielles de la diaspora en vue du scrutin du 18 juin prochain. L'objectif est d'outiller les concernés pour bon fonctionnement des différentes commissions spécialisées. Nous couvrons 15 pays pour le 18 juin. Pour ces 15 pays, nous avons réuni autant que nous le pouvons des compétences internes à la CENI, des compétences extérieures à la CENI, mais tout de même, autant que c'était possible, des compétences connues, avérées et vérifiées. Il s'agira pour nous de faire en sorte que le parcours qui nous reste à faire ne souffre pas d'embûches ou de difficultés. Il s'agira pour nous d'anticiper sur les difficultés qui peuvent se poser sur le processus électoral. Le président de la CENI a exhorté les participants à veiller à ce que les élections se déroulent dans la paix, la sérénité et la sécurité afin de parachever ce long processus électoral. Nous avons commencé cet événement par le fichier biométrique, lui-même précédé des audiences foraines, avant l'organisation des divers scrutins locaux, régionaux, législatifs, présidentiels. Nous sommes en train de rattraper un morceau de notre programme qui nous a échappé du fait de la Covid et nous le faisons avec beaucoup de joie. C'est finalement la fin du cycle pour nous, la fin du cycle électoral. Accompagner les commissions électorales déconcentrées dans la gestion d'éventuelles difficultés administratives et autres pour la réussite de ce scrutin reste le véritable défi. Ces spécificités concerneront d'abord l'implication très forte des chancelleries, l'implication des commissions déconcentrées dont les responsables sont désignés depuis ici. Il s'agira également de découvrir qui sont les Nigériens de la diaspora avec peut-être d'autres leurs spécificités, mais surtout les textes peut-être différents, peut-être semblables, qui régissent le fonctionnement des élections de la diaspora. S'agissant de l'extérieur, il n'est pas évident que ces personnes qui vont être proposées par les partis politiques pour animer les bureaux de vote en particulier soient des personnes aguerries. D'où la nécessité pour la CENI de faire très attention à leur formation tant théorique que pratique. À noter que 15 pays de la diaspora sont concernés par ces élections législatives partielles du 18 juin 2023 avec comme finalité l'élection de 5 députés de la 9e région dite de la diaspora afin de rattraper le gap au niveau de l'Assemblée nationale. L'Organisation mondiale de la santé OMS Niger tient depuis ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey les assises de la revue conjointe des programmes des urgences. Ils sont donc nombreux les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs du secteur sanitaire à prendre part à cette rencontre. Le récit est signé Suleiman Ousmane et Omar Boukari. Et qui avait conduit à la gradation de la crise prolongée. Cet exercice sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé OMS consiste à faire l'auto-évaluation des interventions des programmes des urgences de l'institution à travers le pays. La rencontre a regroupé tous les acteurs concernés et partenaires intervenant dans le domaine de la santé au Niger. Cet exercice fait suite à une première revue qui avait eu lieu en novembre 2021 et qui avait conduit à la gradation de la crise prolongée de niveau 2. Niveau 2, donc ceci avait permis à l'OMS de mobiliser des fonds propres et de pouvoir également faire face à cette crise. Donc cette revue a été effectuée au niveau des 6 pays du Sahel et de l'Afrique centrale. Le Niger, le Tchad, le Burkina, le Mali, le Cameroun et le Nigeria avait permis donc d'évaluer les conséquences sanitaires de la crise humanitaire et prolongée
marquée par l'insécurité et la violence perpétrée par les éléments des groupes armés non étatiques dans un contexte de pauvreté endémique. La présente rencontre a été saisie par la représentante de l'OMS au Niger de réaffirmer son engagement à accompagner l'État du Niger dans l'atteinte de ses objectifs dans le domaine de la santé. Je voudrais vous assurer de notre disponibilité à renforcer notre collaboration continue pour davantage de synergie dans nos interventions, conformément à notre stratégie de coopération, la stratégie de coopération de l'OMS avec le Niger, que nous avons lancée le 7 avril dernier lors de la célébration du 75e anniversaire de l'OMS. La présente revue conjointe des programmes des urgences de l'Organisation mondiale de la santé sera une occasion pour les participants de dégager des perspectives et faire des recommandations pour la suite de l'année 2023 et 2024 et 2025. Recrutés en 2020 et 2021, près de 300 agents de santé qui exercent sur le terrain viennent d'adresser une lettre ouverte aux autorités. Les 280 signataires interpellent à travers cette deuxième lettre les autorités de la 7e République sur la situation de non-paiement de rappel sur salaire cumulé sur 9 mois. Parcourons le contenu de cette lettre dans ce résumé signé Moustapha Abdrahman Zongoma. Après la lettre ouverte adressée aux plus hautes autorités du pays le 3 mai 2023, le collectif des agents de santé recrutés en 2020 constate la persistance de la lenteur dans la reprise des paiements des rappels des agents de santé recrutés en 2019 et 2020. Pourtant, le ministre des Finances a été interpellé sur la question par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN lors de la conférence de presse portant sur le suivi du protocole d'accord qu'elle a signé avec le gouvernement. Le collectif, à travers cette seconde lettre ouverte, encourage et soutient toutes les approches syndicales visant à accélérer le paiement sans délai de leur rappel sur les salaires cumulés sur 9 mois. Le collectif des agents de santé recrutés en 2020 lance un cri de cœur à l'endroit du président de la République, Bazoum Mohamed, afin qu'il s'implique davantage dans la résolution de cette situation qui est d'urgence sociale, tout en rassurant les syndicats du secteur de la santé sur sa démarche qui se veut être objective dans la quête d'un droit légitime pour les travailleurs. Elle les exhorte à continuer le combat qu'ils mènent au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs militants et les exhorte à prendre le relais pour les éventuelles négociations relevant de leur cahier de charges. Cette deuxième lettre ouverte du collectif des agents de santé recrutés en 2020 a été adressée au cabinet du président de la République, celui du Premier ministre, de l'Assemblée nationale, du médiateur de la République, ainsi qu'aux ministères, directions et syndicats concernés par la question. Religion à présent dans cette édition d'information, les pèlerins du premier vol régulier de l'agence Almanasik sont à Médine où ils poursuivent les ziyaras. Hier mardi, ils étaient à Kouba, Mont-Oudou et à la mosquée Kibalaten. Explication avec Youssouf Hadara. Les 300 pèlerins du premier vol régulier de l'agence de voyage Almanasik sont depuis le 3 juin dernier à Médine. De leurs arrivées, et comme à l'accoutumée, les pèlerins de l'agence Almanasik ont été logés dans un hôtel 4 étoiles près de la mosquée du prophète paix et salut sur lui. Après 2 jours de repos, les pèlerins ont entamé les ziyaras. D'abord à la mosquée de Kouba, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de prier 2 rakas, qui a le mérite d'une umrah bien accomplie. De la mosquée de Kouba, les pèlerins de l'agence Almanasik se sont rendus au mont Uhud, où Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est tombé en martyr avec d'autres compagnons. Pour les pèlerins, la visite a été très édifiante et surtout le professionnalisme des encadreurs de l'agence Almanasik. Alhamdulillah, je crois que l'essentiel est fait. On a bien été édifiés sur l'histoire, pourquoi on a visité, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là, l'échec nous a édifiés, c'est bien. Et grâce à Dieu, on a rendu possible ce qu'on doit. Maintenant, on sait qui ont fait quoi pour la religion. La journée a été riche avec les visites à Kouba où on a prié. Masha'Allah, Dieu merci. Ça s'est très bien passé.
wallahi matakan kini gogi bayan din da na kukan ziyara go yirkoi hefe yirkoi na kan. On a visité tous les sites qu'il faut visiter à Médine et les encadreurs s'occupent bien de nous. Sur le chemin de retour, les pèlerins ont eu droit à une visite spéciale, celle de la mosquée Kiblatayn. Les pèlerins du premier vol régulier de l'agence Al-Manasik, pour leurs prochaines étapes, ils se rendront à la Mecque pour accomplir la Oumara le vendredi prochain, Inch'Allah. Cérémonie de remise de prix ce matin au siège de Canal Plus Plateau Niamey de la promo Festival des cadeaux. Ils étaient plus d'une dizaine de gagnants à être récompensés en présence d'un huissier de justice. Le reportage avec Mohamed Alpha et Luc Oga. Le festival des cadeaux continue chez Canal+. Ils sont au total 17 heureux gagnants de ce mercredi 7 juin 2023 et chacun a reçu son cadeau en présence d'un huissier de justice. Canal+ s'est engagé à récompenser sa clientèle qui s'offre le kit complet et fait le réabonnement. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième remise du festival des cadeaux. Pour gagner, il suffit juste de se réabonner ou d'acheter son kit pour avoir une chance d'être l'heureux gagnant des 17 lots de la semaine ou des 94 lots globalement de la promo. Et en plus de gagner des lots, quand vous vous réabonnez, vous avez 15 jours à tout canal dès la formule Access. Et le kit simple est à 8500 et le kit complet, c'est-à-dire la parabole, le décodeur, la télécommande et un mois à Access à 13 000 francs CFA. Les heureux gagnants ont manifesté leur joie et reconnaissance à Canal+, qui ne cesse de satisfaire ses abonnés. Ils ont invité Canal+ à persévérer dans le même sens, d'offrir à sa clientèle un cadre idéal. J'ai jamais su que Canal+ organisait ce genre de comment on appelle ça, de jeu. Moi, ça m'a sidéré de savoir qu'il organisait parce que ça fait maintenant peut-être 10 ans qu'on se réabonne, Évasion Plus, Access Plus, Évasion Simple. Bon, on n'a jamais gagné, mais cette année, on a pu gagner un mouton. Les abonnés Canal+ sont appelés à la promo Festival pour encore une fois de plus rendre heureux les audacieux. C'est un mais bon marché, facile à cuisiner et au goût appétissant. Il est assez prisé en ville et en campagne. Il s'agit de ces nouilles instantanées importées du Nigeria, communément appelées indomie. Notre bureau reportage à Bonferré Maradi s'est intéressé au sujet. Suivez plutôt. Catégorisées dans la restauration rapide ou le fast-food, les nouilles instantanées constituent une révolution alimentaire en termes d'aliments de faible valeur nutritive. Une sorte de spaghetti préparée, elle baigne dans une sauce épicée qui lui donne l'aspect d'une soupe. En plus d'être très économes, elles sont surtout très prisées par bon nombre de personnes ici au Niger, particulièrement à Maradi. Elles sont consommées à n'importe quelle heure au vu de la facilité dans leur préparation. Il suffit de s'équiper d'eau et d'une casserole. En 3 minutes, le tour est joué. C'est mon mets préféré pour le petit déjeuner. Je le savoure au petit matin. Le matin, pour une question de gain de temps, je prépare ça moi-même. Je mange avant d'aller au travail. En provenance du Nigeria, on en trouve de toutes les saveurs, du bœuf au poulet, en passant par les légumes, tout le monde y trouve son compte. Nous l'importons en gros à partir du Nigeria pour le revendre ici en détail à 6 500 francs CFA le carton. Et les clients en demandent toujours. Bien qu'il n'y ait pas eu d'études ayant créé un lien entre les maladies comme les cancers, les problèmes cardiovasculaires et la consommation de ces produits alimentaires, le docteur Youssouf Kouljati exhorte la population à être regardante sur ce qu'elle consomme. Concernant ces nouilles instantanées, nous pouvons voir 2 facteurs qui peuvent poser un problème de santé.
Et notamment, ces nouilles rapides sont servies avec du sel, donc qui améliore rapidement le goût. Et ces nouilles sont à fort potentiel calorique. On sait que la consommation exagérée de sel est à l'origine de l'apparition de l'hypertension artérielle. Et comme c'est une nourriture qui a un fort taux de calories, souvent combinée avec l'inactivité physique, ça peut être à l'origine de l'obésité. Vous voyez donc ces deux facteurs se mélangent pour être à l'origine de l'apparition de l'hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle va finir par provoquer des complications qui sont soit morbides ou qui peuvent être même mortelles. Toutefois, il est important de souligner qu'une bonne alimentation riche et variée est indispensable pour le corps humain et que l'être humain doit être prudent sur ce qu'il consomme, car ne dit-on pas que prudence est mère de sûreté? Dans le but de mettre en avant les activités mises en œuvre dans le domaine de gouvernance, paix et cohésion sociale par les projets sous financement USAID, une caravane de presse nationale s'est rendue dans les zones d'intervention des régions de Maradi, Zender et Tillabéri. Le reportage avec Oussena Hassoumi et Hassan Abdoulaye. À 100 km de Zander, dans la commune de Ouacha, département de Magaria, qui couvre une superficie de 510 km², où les caravaniers de USAID Sahel Collaboration et Communication s'y sont rendus, interviennent de projets phares financés par l'USAID. Ce sont respectivement USAID Gouvernance Résiliente au Niger, Jagoranti, et USAID Sahel Women Voice in Governance Activity Shiga. Il renforce la bonne gouvernance et améliore la résilience des communautés à travers des activités réalisées par le comité de veille citoyenne CVC, composé de 16 membres et la mairie, mais aussi le comité foncier communal Focofom. À l'arrivée donc de Jagoranti, Jagoranti a pu mettre en place plusieurs structures. Donc ces structures interviennent dans l'amélioration de la gouvernance locale. Le CVC a fait des entretiens de route. On était sur la route Ouacha Hamdara. Les drainages des écoles inondées. Nous avons fait appel à la population pour venir dévier l'eau. Nous avons fait des sensibilisations avec la mairie. On a fait la caravane, on a fait 3 villages. USAID, Shiga, donc vraiment, ils ont appuyé à beaucoup de choses, comme on a vraiment les plans, l'état de lieu des ressources naturelles de la commune rurale de Ouacha, qui est très important, donc pour connaître toutes les ressources bien de la commune. Donc on a dressé encore un plan d'aménagement des ressources identifiées. Donc vraiment, c'est très important. On a reconnu les ressources naturelles de la commune, donc c'est très important. Encore, on a fait des caravanes de sensibilisation sur le code rural. Vraiment, on a fait des graphes, des regroupements des villages. Donc, on a été là-bas pour sensibiliser la population sur le code rural. À Maradi, l'intervention de USAID Shiga, par son approche utilisée, a mené un offre de soulagement aux organisations de la société civile OSC à travers son centre incubateur impliquant toutes les couches socio-professionnelles dans l'atteinte de leurs objectifs. Beaucoup des OSC, comme je disais, donc, elles n'ont pas ces documents stratégiques, notamment donc, le plan de communication, donc le manuel de procédure et le plan stratégique. Et aussi, le problème de gestion a été décanté donc avec le renforcement des capacités que Shiga a amené. On a eu à financer donc, des activités qui ont trait donc, à la participation des femmes dans les prises de décision. Donc ce sont des activités qu'on a eu à réaliser avec ces femmes-là et qu'elles ont vraiment apprécié. Dans la commune de Kolo, située à environ 144 km au sud-est de Tillabéri et 30 km au sud-est de Niamey, pour promouvoir la bonne gouvernance, les élus locaux consolident leurs acquis avec l'arrivée de USAID Jagoranti. Le projet utilise l'approche participative et inclusive, c'est-à-dire le projet travaille avec des actions collectives
travaille avec tout le monde. Lui a instauré le dialogue entre les acteurs locaux, la collaboration. Donc, il a amené les acteurs, surtout les élus, à comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Tout le monde, donc vraiment le projet Jagoranti a fait, les a rapprochés l'un de l'autre pour pouvoir bien travailler. Financé à hauteur de plus de 19 millions de dollars US pour une durée de 6 ans dans 19 communes des zones d'intervention de Maradi, Zander et Tillabéri, USAID Jagoranti utilise des mécanismes officiels de gouvernance participative et redevable pour accroître l'engagement des citoyens dans la planification, la budgétisation et l'amélioration des services. Shiga, quant à lui, lancé en juillet 2019, appuie les politiques publiques de développement économique et social des OSC et institutions étatiques pour un engagement constructif également dans les régions de Maradi et Zander. Je reçois Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis, Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 7 juin 2023. Balima, le président Bazoum Mohamed reçoit une distinction suite aux performances du Niger en matière de la santé maternelle selon ANP.NE. Selon la revue The Lancet Global Health du 18 janvier dernier, la nouvelle initiative révolutionnaire développée par le ministère de la Santé du Niger et l'ONG Health et Développement International HDI a permis de réduire de 70% la proportion des décès maternels dus au saignement chez les femmes ayant accouché dans les services de santé au Niger. En outre, 90% des femmes en moins ont connu des saignements excessifs par rapport aux chiffres habituels si rien n'avait été fait pour les prévenir. On estime que 1417 femmes en moins sont décédées et que 122 577 femmes en moins ont subi des pertes de sang anormalement élevées après l'accouchement. Ainsi aussi, les avantages financiers pour la population en termes de coûts évités sont approximativement estimés à 4,5 millions de dollars par an, soit 5,7 à 7,8 fois le coût annuel du fonctionnement de l'intervention. Ce sont ces chiffres qui ont poussé l'ONG HDI à décerner un prix au président de la République, Mohamed Bazoum, et à 2 ministres de la Santé, dont un en exercice. En prenant la parole à cette occasion, le président nigérien a déclaré que cette circonstance nous a fait savoir que notre pays se retrouve dans une situation où il appuie à avoir des performances remarquables attestées par la revue Lancet, le plus élevé du jugement en matière scientifique, et c'est l'honneur de HDI et du Niger. Faute de preneurs, le Niger proroge la période de souscription pour emprunt obligatoire de 50 milliards de francs CFA, indique l'Oral.net. La période de souscription de l'emprunt obligataire de l'État du Niger, dénommé TPNE 6,25% 2023-2028, d'un montant de 50 milliards de francs CFA, lancé depuis lundi 22 mai 2023 au niveau du marché financier de l'UEMOA, a été prorogé jusqu'au 9 juin 2023 avec possibilité de clôture anticipée à APRI, l'Oral.net, auprès de la Société de gestion d'intermédiation SGI, CGBF Bourse basée à Dakar. La SGI sénégalaise ne donne pas les raisons de la prorogation de la période de souscription qui devrait prendre fin en principe le vendredi 2 juin 2023. Il fait signaler que l'émetteur nigérien avait dans sa note d'information prévu cette possibilité. Dans de tels cas, explique le site, c'est souvent la faiblesse du montant de souscription qui est à l'origine de la prorogation. Cela peut être dû à plusieurs facteurs dont les investisseurs sont friands, la qualité de la signature de l'émetteur, l'environnement socio-économique ou politique du pays, l'inactivité des taux d'intérêt,
la durée de l'emprunt, etc. A contrario, une clôture anticipée témoigne de l'engagement des investisseurs séduits par ces facteurs ci-dessous énumérés. Il faut rappeler que le montant de 50 milliards de francs CFA recherché par l'émetteur était destiné à financer les investissements prévus au budget 2023 de l'État du Niger. Pour attirer les investisseurs, l'État du Niger leur avait proposé un taux d'intérêt nominal annuel de 6,25%. Le premier coupon était payable en un an après la date de jouissance et le premier jour ouvré suivant si ce jour n'est pas un jour ouvré. Quant au remboursement de l'emprunt, il se fera par amortissement constant annuel du capital avec un an de différé. RFI.fr nous apprend que 16 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire au Sahel central. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, 16 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, affirme l'ONG américaine International Rescue Committee, IRC. Un chiffre sans précédent en hausse de 172% par rapport à 2016, qui s'explique par les effets combinés des conflits armés et du changement climatique. À eux trois, le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent moins de 1% de la population mondiale, mais 5% des besoins humanitaires selon le rapport de l'ONG américaine IRC publié hier mardi 6 juin 2023. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans les 3 pays du Sahel central et près de 3 millions de personnes sont déplacées, un chiffre en très forte hausse depuis 2014. L'ONG américaine y voit une conséquence de l'effet combiné des attaques des groupes terroristes que ces pays subissent depuis plusieurs années et du changement climatique. Les températures y augmentent une fois et demie plus vite que le reste du monde, alors que 78% de la population dépend de l'agriculture. Pour l'IRC, ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une suite de décisions politiques. Le manque d'investissement dans ces régions expose davantage les populations aux effets du changement climatique. Et cette fragilité crée un terreau favorable pour les groupes armés, un cercle vicieux que l'ONG appelle à briser. Enfin, Balima, selon AA.com.tr, le président tunisien appelle à un traitement collectif de la migration. Le président tunisien Kais Saïd a déclaré hier mardi que pour faire face à la migration irrégulière, phénomène qui devient de plus en plus grave, une approche collective est indispensable dans le cadre d'un sommet réunissant tous les pays concernés du sud et du nord de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la présidence tunisienne à l'issue de la rencontre de Saïd avec la première ministre italienne Giorgia Meloni en visite de travail dans ce pays. Nous devons nous employer à éradiquer les organisations qui considèrent les migrants comme des marchandises, a déclaré Saïd, ajoutant que la solution ne peut être sécuritaire, car si la sécurité est chargée de lutter contre les crimes de toutes sortes, elle ne saurait être l'outil d'élimination de la misère, de la pauvreté et du dénouement. Le phénomène de la migration irrégulière, qui s'aggrave de jour en jour, ne peut être traité que collectivement, a-t-il poursuivi. Le président tunisien a appelé à une solution commune dans le cadre d'un sommet regroupant tous les pays concernés, qu'ils soient au sud ou au nord de la Méditerranée, ou qu'il s'agisse des pays d'Afrique subsaharienne. La Tunisie supporte de nombreux fardeaux, car elle n'est pas seulement un point de transit, mais aussi une destination pour de nombreux migrants qui s'y installent illégalement, a souligné le président tunisien. Il a ajouté que des groupes d'immigrés créent des écoles privées et des crèches en dehors de tout cadre légal, ce qui est inacceptable. Balima, vraiment, merci. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Monferré Télévision.